Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Préinvestir. Mon nom est Mathias Haché, courtier hypothécaire spécialisé en commercial. Aujourd'hui, on rencontre Marc-Antoine Roux-Fauché, propriétaire de Performant Immobilier, développeur immobilier, et on va parler de comment qu'on optimise un terrain, comment qu'on va chercher une meilleure rentabilité dans nos projets de construction et comment qu'on gère nos partenaires. Je trouve que c'est des sujets qui sont très intéressants. Puis l'objectif du podcast toujours est d'aller chercher le plus d'informations possible pour vous éviter peut-être des erreurs ou vous éviter tout simplement, ou vous changer votre mindset de voir votre projet différemment. Donc, bonne écoute. Salut Marc-Antoine, ça va? Salut Mathias, oui toi? Yes. Premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Podcast Préinvestir, j'ai décidé de commencer ça. Tu es dans mes premiers invités, donc j'apprécie énormément. Puis je pense qu'on va créer beaucoup de valeur. L'objectif dans mon podcast, c'est justement de faire un peu différent. Je m'intéresse à toi, mais je veux pas nécessairement tout savoir sur ton background. Ce que je veux, c'est que tu me donnes tes pépites d'or. Je veux que les gens qui écoutent ça fassent « OK, ça, j'ai pris de l'info là, ça, j'ai pris de l'info là. Parfait, j'étais bloqué à telle place dans mon projet de construction. » On va en parler un peu plus tard de ce que tu fais, mais j'étais bloqué là. Puis finalement, Marc-Antoine m'a donné un coup de pouce là-dessus. Il y a beaucoup de podcasts où ils vont parler de le passé, tout ça. Ça m'intéresse, mais moi, je veux avoir le futur. Je veux savoir où tu t'enlignes. Puis je veux apprendre de tes erreurs, parce que tu en as peut-être fait au début. Puis je veux apprendre aussi de tes bons coups. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis en plus, on a un partnership ensemble dans un projet, puis peut-être d'autres éventuellement. Fait que je trouve ça super intéressant de t'avoir comme invité. Donc, merci beaucoup. Merci de l'invitation aussi, Mathias. C'est un grand plaisir. Donc, Marc-Antoine, tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Dans le fond, moi, je suis propriétaire de la compagnie Performant Immobilier. On est promoteur immobilier et constructeur aussi. Donc, j'ai pas commencé là. J'ai fait beaucoup d'autres choses avant, avant de devenir promoteur. Mais grosso modo, maintenant, on part de la prospection de terrain jusqu'à la gestion immobilière. Donc, le contrôle du cycle, 100% de l'immobilier, autrement dit. Prospection, développement, construction et la gestion par la suite. Faisais-tu toujours ça depuis le début? Ou quand tu as commencé, as-tu commencé tout de suite avec la prospection de terrain? As-tu commencé tout de suite à construire? C'est quoi la première chose que tu as faite? Parce qu'il y a des entrepreneurs, présentement, qui nous écoutent, qui font beaucoup de construction de maisons. Puis j'entends parler de ça dans le business de courtage, où les gens m'appellent pour dire, regarde, finalement, je me lance dans un premier projet de multi, je veux faire travailler mes gars, je veux garder les immeubles, je veux faire ça pour moi-même. Ils sont tannés de le faire pour les autres. Ça, je l'entends beaucoup. Tu as commencé par quoi exactement? Moi, en fait, j'ai commencé avec de l'acquisition d'immeubles locatifs, tout simplement. OK. J'ai commencé avec ça à 17 ans, dans le fond, fait qu'on a notarié via contre-lettre et tout. Puis ensuite de ça, là, on a commencé à acheter un immeuble par année. On a fait des flips, de la gestion immobilière, de l'optimisation de plex, on refinancé, ainsi de suite, pour après ça se concentrer juste sur le terrain. Naturellement, je pense que à un moment donné, le multilogement te fait dévier vers le terrain, c'est beaucoup plus le fun aussi. Puis moi, je travaillais dans la construction, j'étais sur intendant de chantier aussi à Montréal. Fait que j'ai comme tout le temps eu ça en moi. Même quand j'étais petit, des ouvertures de rue, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me passionnait. Je n'ai pas fait encore, mais un jour ça va venir. Super. Tu sais, c'est ça, je pense. Un peu, tu dis ça, ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai commencé multi-existant, puis j'ai quand même rapidement switché avec un projet passif avec toi, qui était Apogée, qui était un coup de circuit. Puis là, ça, j'ai fait, attends un peu, là. Ça, c'est vraiment le fun, là. J'aime bien mieux ça que de mettre, malheureusement, les mains à la pâte. Tu sais, j'ai une business opérante de courtage. Mon but, c'est pas nécessairement de mettre beaucoup de temps. Puis j'imagine que ça prenait énormément de ton temps. Toute l'optimisation d'immeubles, tout ça, là, c'est quand même... Je trouve que c'est moins dans une boîte, tu sais. C'est moins... tu as tout le temps des surprises. Définitivement, avant d'être travailleur autonome, qui est en 2017, avant, c'était on achète un immeuble par année. Puis en 2017, c'est là qu'on a commencé à faire flip, optimisation et tout ça. Mais tu sais, j'avais pas d'autre emploi. Je travaillais 40 heures semaine, 60 heures, 80 heures, ça dépendait des semaines, mais c'était juste ça que je faisais. Donc effectivement, que ça peut pas se donner à tout le monde, ceux qui travaillent déjà, plus difficile. Fait que c'est un autre module d'investissement. Je m'en allais beaucoup dans la construction, mais là, tu m'ouvres la parenthèse, c'était pas prévu, mais c'est quoi le meilleur coup que tu as fait en optimisation, en multi-existant? Sans nommer d'adresse ou tout ça, là, mais juste, qu'est-ce qui a été, à ton avis, le meilleur coup pour peut-être te propulser un peu plus vers la construction? C'est quoi qui t'a mis sur la map, en fait?
on n'a pas eu les bénéfices encore à 100%, mais ça a été un 64 logements OK. qu'on a optimisé. C'était une reprise de finances. Je sais qu'il y en a beaucoup sûrement qui nous écoutent, qui vont savoir de quoi je parle. Mais grosso modo, on a réussi à notarier en 3 semaines. Wow. Une transaction de 7 millions. Fait qu'on a eu un bon partenaire financier avec nous là-dedans. Puis aujourd'hui, le parc vaut pas loin de 12 millions à peu près. Là, on a acheté ça en 2020. Le COVID est arrivé aussi, qui nous a quand même donné un bon coup de main parce qu'on n'a eu aucun déménagement, mais une grande optimisation. Puis c'était un immeuble qui ne nécessitait pas de rénovation. C'était juste un jeu de papier, si on veut, un jeu de chiffres. Donc ça a été un bon coup. On a bénéficié un peu, mais pas encore totalement. Je pense que ça va être dans 2-3 ans, ça va nous redonner une petite longueur d'année. Semer les graines, puis éventuellement, tu vas récolter ce que tu sèmes. Exact. C'est vraiment hot. Félicitations. Puis, tu parles de COVID. Ça m'amène à comment tu t'es adapté à la hausse des coûts de construction dans les dernières années. Tu sais, il y a eu une explosion des coûts de construction. Il y a beaucoup de constructeurs qui nous écoutent qui se sont arrachés les cheveux de la tête, là, que, comme ils avaient starté des projets, les taux faisaient de moins en moins de sens. Puis en plus de ça, tu avais les coûts de construction. Il y en a qui ont été pris dans des projets. Comment tu t'es adapté à ça? Ben, il y a plusieurs façons de le voir ou de le faire. J'ai-tu la bonne recette? L'avenir nous le dira. Ce qu'on faisait l'année passée, peut-être ne s'appliquera pas cette année, mais on l'a vécu aussi sur Apogée, qui est en 3 phases, en plein COVID. Là, 2022, on a tout écopé là, en plus des taux d'intérêt. Mais grosso modo, ce qu'on a fait, c'est vraiment de retravailler nos plans de A à Z. Chaque petit détail qui te fait sauver 50$ fois le nombre d'unités qu'on bâtit par année, ça a un impact. Après ça, tu sais, si il y a ça, première des choses. On a challengé beaucoup nos professionnels aussi. Un professionnel t'a dit non, il faut le faire de même. Nous, on a une autre idée, on essaie de le faire d'une autre façon. Finalement, notre idée est bonne, elle marche, on vient de sauver 10 000$, peu importe. Avec des choses comme ça. Sinon, nos sous-traitants, on a quand même des bonnes relations avec nos sous-traitants. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec nous. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi. On a... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je te dirais... Quand tu parles de optimisation de ton plan, dis-moi concrètement ce que tu es allé chercher en optimisation de plan. Mettons, 2-3 exemples. Tu sais, des fois, pas tous les architectes, mais certains architectes vont beaucoup dans le flafla, je veux dire. Fait que c'est de limiter ça. Tu sais, on fait du locatif. Nous, on est dans le moyen haut de gamme, je dirais. Donc, tu sais, des fois, des garde-corps vitrés, on n'en a aucun. Nous autres, on n'a pas ça dans nos projets. Puis, on ne l'est pas plus cher ou moins cher à cause de ça. Ben, il y a quand même une bonne économie. Après ça, tes choix de matériaux, tes choix de briques. L'architecte te propose une brique à 6-7$ du pied carré, on en trouve à 4,50$. T'sais. Fait que toutes des petites choses comme ça, même en ingénierie. L'armature d'un mur, il y a une façon de la faire ou du moins de la limiter pour sauver de l'argent. Tous des éléments comme ça là, que ça a des bons impacts. Et aussi, des fois, la grosseur de l'immeuble peut avoir un impact aussi. Là. Si tu construis plus gros versus plus petit, tu vas rentabiliser tes coûts de la porte. Exemple, un escalier, 8 logements ou 16 logements, t'en as deux. Tu en avais une en arrière. Fait que veux pas, tu la rentabilises si tu as 16 portes et non 8. Donc ça, c'est des éléments quand même intéressants. Très intéressant. Comme mon papy disait, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Exactement. Puis pour construire un projet, bien évidemment, ça commence toujours par trouver le bon terrain. Hein? Si on n'a pas de terrain, il n'y a pas de projet qui se fait. Qu'est-ce que toi, tu regardes quand tu fais de la prospection de terrain? Y a-tu 2-3 choses pour aider les gens qui veulent commencer ou qui sont présentement dans le game, mais qui sont peut-être bloqués par le terrain? Je pense que c'est là que j'entends le plus mes constructeurs dire j'ai la main-d'œuvre, je suis prêt, j'ai les liquidités, mais pas de terrain, je suis en train de chercher ça. Qu'est-ce que tu regardes de ton côté quand tu prospectes des terrains? Ben, tu sais, première des choses, le terrain, c'est quand même long à développer un projet de construction. Fait que si tu veux faire un projet plus rapide, puis c'est souvent notre cas aussi, parce qu'on a quand même de la main-d'œuvre à faire rouler, nous également, à l'interne, autant chantier que admin. Mais grosso modo, si tu as des terrains avec des zonages déjà en place, c'est beaucoup plus rapide. Tu sais, on a déjà, exemple, du moment de la promesse d'achat jusqu'à la début de la construction, un 5-6 mois, c'est réaliste, le financement est canné, tout est canné. On a fait beaucoup d'étapes avant d'être propriétaire si on s'est rendu là, mais ça, c'est une première chose. Sinon, ben, c'est de voir l'optimisation du terrain. Comme Apogée, justement, on achetait ça, c'était des 6 logements. On a fait des 8 logements avec, aucun changement de zonage, rien. Ça n'a pas allongé le processus, ça a juste amélioré la rentabilité du projet. On a construit plus d'unités. Puis c'est de voir... tu sais, comme, mettons, nous, c'est plus nos premiers projets. Là, c'est quand même 5 ans quasiment qu'on est dans le domaine du terrain, de la construction.
Grosso modo, on commence à connaître beaucoup les règlements de la ville. On travaille presque juste à Québec. En fait, juste à Québec et on commence à s'éloigner un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est toutes les petites exemptions dans les règlements, on les connaît. Fait que des fois, quelqu'un va le voir d'une certaine façon, le terrain, puis il peut rien faire. Nous, on va avoir un autre œil, puis Colin, on a rentré 6 portes de plus. Ça marche, Fait qu'il y a ça. Grosseur du bâtiment aussi. Tu peux jouer, t'as une marge avant, mais t'as le droit d'empiéter dans les marges avant selon certains pourcentages, etc. Fait que tu fais quelques décrochés dans ton immeuble, pardon. Puis d'être capable de rentrer peut-être un logement de plus par étage, fois 4 étages, peu importe. Ou les stationnements, tu manques d'espace sur tes stationnements. Viens jouer sur ces petites lignes-là, puis t'es capable de rendre ton projet conforme. Parce que tu m'ouvres la porte à un moment donné, je t'ai appelé, je me rappelle cet été, je t'ai dit, Marc-Antoine, je pense que j'ai un terrain. Il dit, oui, Matt, je l'avais déjà vu ce terrain-là. Je te le dis, il y a quelque chose à faire dans ce coin-là. Il y a un manque de logement. Là, je parle de notre projet qu'on a en collaboration ensemble. Puis, tu sais, on l'a closé assez rapidement, le terrain. Là. Ça a été quand même assez rapide. Il y a eu une couple de petites étapes à faire, mais on a notarié ça quand même, puis là, on est déjà prêt à construire. Fait que ça a été d'optimiser le délai à ce niveau-là. Le financement de construction est plus long que le closing du terrain quasiment là, à ce moment-là. C'est en train de se rétablir, mais maintenant, on recule d'une couple de mois, effectivement. Hein. Ça a été tout qu'un casse-tête, ça. Heureusement, les délais ont rapetissé parce que ça met des bâtons dans les roues aussi au niveau des constructeurs. Puis il y a beaucoup des constructeurs avec qui on travaille qui, des fois, ils lancent leur projet, commencent à construire, ils n'ont pas le financement encore. Puis là, ils mettent la pression un peu sur nos épaules, puis c'est correct. On en prend la pression, on est capable. Mais, tu sais, idéalement, là, si tu es capable d'avoir ton financement un peu avant, là, c'est l'idéal. Tu t'as même pas prévu la question, mais tu l'as-tu fait, ça? T'as-tu lancé un projet avant d'avoir ton financement? Oui, on l'a fait une fois, puis dans le fond, on était quand même préparés, on avait du bon backup, on va dire. Mais c'est toujours stressant. Là, puis depuis qu'on a fait ça, on s'est toujours dit on ne le refera pas. Là, ce qui était dur cet été, c'est depuis la SCHL en juin, les demandes 4, 5, 6 mois, tu sais pas trop où t'aligner. Nous, ça a fait décaler des projets. Il y a des projets qu'on faisait cet automne, qu'on va faire en 2024. Fait que veux pas, ben, le staff à l'interne, faut tout que tu refasses ta planification, mais aussi tes contrats. C'est dur de donner des contrats quand tu sais pas combien de temps ton financement va prendre des engagements avec tes sous-traitants, etc. Fait que ça, c'est un petit casse-tête de notre day-to-day ces temps-ci. Là, ça se rétablit grandement. Là, les financements vont vite, puis c'est quand même intéressant. C'est plus rapide. Puis là, la capsule, je voulais qu'elle soit intemporelle, mais on va être publié en début janvier. Puis jusque là, présentement, au moment où on est un peu avant Noël. Fait que les délais vont bien au moment où on se parle. On parle de 3 semaines, 1 mois de délai présentement. Touchons du bois. Espérons que ça reste à ce stade-là, mais je trouve ça intéressant pour les constructeurs. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient sur le sideline, qui attendent encore. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un bon moment de commencer un projet. Je trouve que toutes les étoiles sont alignées pour que un projet soit réussisse avec succès. Pourquoi? C'est que bon, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas dire que les taux vont être super bas. On ne peut pas dire qu'ils vont absolument descendre telle date. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que les probabilités que les taux descendent dans les prochains mois, en 2024, sont plus grandes qu'ils augmentent, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de catastrophique. Mais pour l'instant, les étoiles sont alignées pour que les taux descendent. Présentement, au niveau des coûts de construction, aussi, ça fait du sens. Tu l'as vu dernièrement, tu as reçu des cotations de différents sous-traitants. Puis ça m'amène à ma prochaine question, mais je fais une grande parenthèse juste pour aller à cette question-là. Mais je pense que c'est un bon moment de commencer parce qu'au moment où on se parle, c'est une mer qui est 100% bleue. La construction, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis il y a des belles opportunités. Par contre, quand les taux vont être rendus à un certain stade où tous les projets vont marcher puis ça fait du sens, puis que là, le gouvernement nous aide avec des crédits, soit avec la TPS, qui met de la pression aux villes pour dire « Hey, déguédiner, donner des permis », bien, tout ça mélangé ensemble va faire en sorte que ça peut devenir éventuellement un océan rouge, puis que ça soit vraiment plus complexe de faire de la construction, d'investir dans des projets de construction. Fait que de s'associer avec des gens qui en font beaucoup, ça peut être une bonne solution aussi à ce moment-là. Un océan bleu, mais écoute, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça pourrait être plus problématique dans le futur. Comment tu gères la collaboration avec tes sous-traitants? Parce que tu dis, ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Comment tu gères ça? Comment tu t'assures d'avoir une bonne collaboration avec eux pour qu'ils continuent à dire, regarde, Performant Immobilier, moi j'aime ça travailler avec eux autres, je veux continuer, je vais les coter, je vais faire des bons prix, même si je suis débordé de demandes.
Comment tu gères ça de ce côté-là? Ben, tu sais, première des choses, ça fait, mettons, on a quand même un bon noyau de sous-traitants qui revient souvent sur nos projets. On fait toujours des appels d'offres quand même, puis tu sais, des fois, il y a un petit peu de variable. Des fois, ça peut être une question de timing aussi. Notre sous-traitant, il n'est pas disponible, fait que c'est un autre qui rentre. Des fois, question de prix. Tu sais, on veut toujours maximiser notre budget de construction, donc on n'a pas le choix des fois de travailler sur le prix, ces choses-là. Sinon aussi, tu sais, je dirais, nous, on paye vraiment bien notre monde. C'est quelque chose qui est important pour nous. Puis en étant promoteur, donc on va chercher notre financement, on gère le projet de construction et aussi l'entrepreneur, ben on peut contrôler les deux facettes. Ouais. Donc, tu sais, nous, c'est du paiement en bas de 30 jours, puis on défonce jamais ça. Des fois, tu envoies 45, 60, 90 jours. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour un sous-traitant de travailler avec nous aussi. Puis c'est la relation long terme là, aussi. Là, c'est le fun que tu vois le même sous-traitant d'un projet à l'autre. Tu crées une certaine relation avec eux aussi. Là, donc, 100%. Je pense qu'un paiement en dedans de 30 jours, là, ça peut faire en sorte de tirer ton épingle du jeu. À un certain stade, durant la COVID, durant les taux super bas, ils étaient occupés, les sous-traitants. Fait que je pense que ceux qui payaient bien, ceux qui ont toujours été là puis qui payaient en 30 jours, avaient, je pense, un petit passe-droit pour dire, regarde, j'ai vu les sous-traitants refuser des jobs complètement, dire non, je veux pas ta job. C'est fou, là. Puis, ou il met un prix puis il dit, garde, s'il le prend, il le prend, tu sais. Je pense qu'en payant 30 jours depuis des années, en s'assurant d'être fidèle, je pense que ça peut créer cette solidité-là avec les sous-traitants qui peut donner un gros avantage à une compagnie comme Performa versus quelqu'un qui peut commencer. Fait, la solution pour quelqu'un qui commence, ce serait peut-être de dire, ben regarde, je vais essayer de payer en 30 jours tout le temps mes sous-traitants puis de faire une belle relation avec eux de ce côté-là. Ouais, puis aussi même, tu sais, nous on a commencé avant le COVID, donc on avait déjà une relation avec certains sous-traitants, ça faisait pas des années non plus, là, on recule en 2019, mais quand même, en 2021-2022, il y a beaucoup de sous-traitants qui ne soumissionnaient pas pour nous parce qu'ils étaient loadés. Des nouveaux sous-traitants, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, ça l'a changé. Le monde, il court un peu plus après la job. Là. Mais ça a un impact aussi quand même là, pour nous qui, aujourd'hui, est bénéfique. Là. C'est positif, dans le fond. Oui. Puis, pour toi, là, dans les plans de construction, au départ, là, le jour 1, tu as une implantation, bon, qui est parfait. Là, après ça, tu tombes dans tes plans, plus une fois que le permis est accepté. Comment tu optimises ce plan-là pour dire, on en a parlé un peu tantôt, mais en fait, c'est drôle parce que les petits pains chauds, mettons, là, c'est 24 et moins, stationnement extérieur. On le sait qu'on va avoir des bons prix de construction. Ouais. Là où on tombe plus dans les coûts, c'est quand on va avoir un stationnement souterrain, qu'on va tomber à la partie 2 du code, des choses comme ça qui vont coûter plus cher. Comment tu t'assures en fait, ma question est deux volets. Comment tu t'assures d'optimiser tout de A à Z sur ton plan au départ? Et de deux, peux-tu donner un peu, j'ai beaucoup la question de comment ça coûte un stationnement souterrain, comment qu'on fait pour le calculer, comment que cette partie-là où le client il hésite à aller avec un 32 logements ou un 28 logements, un 24 logements, comment tu peux donner un coup de main à ces gens-là pour dire, regarde, fais ça à la place ou fais ça à la place, de ce côté-là? Ben, tu sais, côté, mettons, la première chose sur le plan, comme je disais tantôt, c'était d'optimiser ton terrain. Ouais. Mais ça sert à rien d'aller bâtir trop gros non plus. Tu sais, si tu fais un 24 logements de 1300 pieds carrés par unité, ça marchera pas. Non. Fait que, tu sais, dans le sens que optimise ton pied carré, puis aujourd'hui, les gens, ils cherchent plus un prix. En fait, ils cherchent une typologie de logement. Exemple, un 5,5, un 4,5, un 3,5. Ils vont moins regarder le pied carré, ils vont plus regarder le prix au bout. J'ai un 3,5 pour 1200$. Mais qu'ils fassent 600 pieds carrés ou 700 pieds carrés, c'est pas grave. Tu sais, rendu là, ils vont passer par-dessus ça parce qu'on a une pénurie de logement. Fait que juste de bien travailler ton pied carré, puis après ça, ton projet va être beaucoup plus rentable parce que tes coûts de construction vont être moindres. Tu vas maximiser ton financement, ainsi de suite. Donc ça c'est très important. De plus en plus, même depuis le APH. Puis nous, on s'est fait prendre, je dirais pas prendre, mais un des projets qu'on avait commencé sans APH, dans le sens qu'on était en financement conventionnel, puis on a loué des 5,5 en APH. Fait qu'on est passé des logements de 1500 à 1025 à Québec, etc. Fait que, si on aurait optimisé dès le jour 1, il était optimisé dans ce cas-ci, mais quand même, aujourd'hui, on le ferait différemment. C'est sûr. À cause du financement possible et tout. Là, donc, il y en a, je pense que j'ai vu des gros promoteurs se planter un peu avec ça, avoir du pied carré vraiment très grand. Puis, ça te permet de garder un prix quand même attractif dans le marché. Ouais. Même si ton pied carré est un peu plus petit, tu peux te permettre de dire, regarde, je l'ai maximisé au départ, sans être vraiment à rabais,
de garder une tarification qui fait du sens au niveau de tes loyers, ce qui va te permettre de constamment être loué. Puis là, au moment où on se parle, c'est le fun. Il y a une pénurie de logements. Il n'y a pas une pénurie de logements à 2500 $ par mois, je vous le dis. Là. Il y a une pénurie de logements dans du mid-gamme. Il y a une pénurie de logements dans l'usager aussi. On en voit beaucoup. Mais la journée où on va atteindre, dans plusieurs années, une certaine... des vacances qui augmentent et tout ça, ceux qui vont être gagnants, c'est ceux qui vont rester attractifs dans le marché. Puis je pense qu'à une vision très long terme, qui est une vision d'immobilier standard, on a une vision long terme, d'avoir des logements un peu plus petits, mais bien optimisés, vont te sortir du lot versus un 1600-1500 pieds carrés très grand, où tu es obligé de louer un prix au pied carré vraiment plus élevé. Puis ça m'amenait à ma deuxième question. Bien évidemment, c'était la collaboration avec les sous-traitants, mais par rapport à ça aussi, c'était au niveau du code. Donc, le stationnement souterrain, comment on peut quantifier ça? Quelqu'un qui... J'hésite à mettre un stationnement souterrain ou non dans mon immeuble. Comment tu le quantifies, toi? Ben, c'est quand même difficile à quantifier, honnêtement, parce que c'est beaucoup de cas par cas, puis on n'en a pas fait non plus une cinquantaine. Mais je sais que tu as un ballpark. Comme que tu l'as dit tantôt, du 24, 36, même 48, peu importe la grosseur, avec du stationnement extérieur, coûte beaucoup moins cher quand même. Vraiment. Dans le code, tu as toujours la partie 9 versus partie 3. Tu as des choses dans la partie 3 qui coûtent plus cher que la partie 9. Fait que tu sais, nous, si mettons un 24 logements, on est capable de le faire dans la partie 9. On a une économie définitivement. Okay. Elle n'est pas extrême, là, mais quand même, il y en a une. Puis après ça, c'est toujours la partie stationnement intérieur versus extérieur, comme tu disais. C'est que là, tu vas rentrer tu vas avoir un petit peu plus de mécanique aussi. Tu sais, tu vas avoir des gicleurs dans ton sous-sol, pas nécessairement ces étages. Tu n'es pas obligé d'avoir un ascenseur non plus. Tu vas avoir plus de chauffage en bas. Tu viens d'augmenter tes frais d'opération, donc diminuer un peu ton financement. La dalle de béton, on veut pas, ça a un certain coût aussi. Ça t'oblige également des fois à creuser un peu plus gros, un peu plus large que ce que tu voudrais, soit pour respecter tes plans d'excavation. Si tu peux pas, tu vas rentrer dans le mur de soutènement temporaire, mur berlinois. Fait que tu sais, il y a comme plein d'impacts qui peuvent avoir... plein d'impacts qui vont faire augmenter ton coût. Si tu fais un stationnement souterrain en plein centre-ville versus à Sainte-Catherine, qu'on va dire, ben là, c'est pas pareil. C'est pas la même game. Puis nous, on l'a fait l'année passée à Limoilou, on a bâti un 24. Puis au début, il coûtait une fortune. Puis là, on s'est creusé la tête, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'architecte avait commencé à faire du tréfonds. Tréfonds, c'est comme une extension du stationnement, mais pas en dessous du bâtiment. C'est juste dans le terrain, il est caché pareil. Puis on l'a éliminé, ce tréfonds-là. On a sauvé à peu près 400 000 $. Juste parce qu'on a tout sauvé le soutènement temporaire, puis on a éliminé 2 cases de stationnement en enlevant ça. Ça n'a rien changé, fait qu'on a sauvé 400 000 $ juste pour 2 cases. Marc-Antoine, c'est exactement ça le but du podcast. S'il vous plaît, j'en veux d'autres, des choses comme ça. C'est ça qu'on veut. Puis c'est vraiment intéressant. Puis on ne dit pas de ne pas mettre de stationnement intérieur. C'est pas ça du tout. Non. C'est parce qu'à certains égards, ça peut optimiser grandement le terrain que tu as. Un stationnement intérieur peut faire en sorte que tu fasses 12 unités de plus, 15 unités de plus, puis selon ta valeur économique créée par rapport au logement ajouté, ça peut valoir vraiment la peine. Donc, l'objectif, c'est de bien analyser le projet, puis c'est sûr et certain que pour faire du stationnement extérieur dans un 72 unités, ça ne te prend pas un terrain de 15 000 pieds carrés. Là. Ça te prend un terrain d'une certaine grandeur pour pouvoir accueillir les cases de stationnement nécessaires que la ville demande, dépendamment où tu es dans la ville, dans certaines municipalités. Ça, c'est super important. As-tu d'autres choses comme ça que... Là, tu viens de nommer de quoi, mais c'est pas prévu, mais y a-tu d'autres choses que tu as sauvées en faisant des projets de construction rapidement comme ça, que tu es venu optimiser certaines facettes puis dire, OK, ben en faisant ça, on venait sauver 150 000. C'est-tu arrivé ou ça, c'est le plus gros exemple que tu as eu? Ben, ça, c'est le plus gros exemple. C'était quand même assez majeur. Sinon, un autre, des fois, la contamination de sol, je te dirais. Ouais. Choisir bien tes professionnels avec qui tu travailles, ça peut avoir un impact. Ouais. À Apogée, on a sauvé un mur de bloc au centre. Ouais. Dans le fond, c'était 2 triplex qui faisaient un 6 logements, on va dire, mais c'était 2 triplex jumelés. On a transféré ça en 8 logements. Le zonage le permettait. Mais le mur de bloc au centre coûtait 50 000 $. Puis en plus, on a fait un 8 logements. On aurait pu faire des 6 logements sans mur de bloc, mais tu sais, 50 000 $, c'est un projet de 1,8 million à peu près. Ouais. C'est quand même un bon pourcentage d'économie. Vite de même, c'est pas mal ceux-là qui me viennent à l'esprit, là, mais il y en a eu d'autres, c'est sûr. Durant le COVID, c'est vrai, on a changé nos types de poutrelles. On a fait beaucoup de poutrelles ajourées, poutrelles en I versus poutrelles ajourées. Vu que la poutrelle ajourée est impactée directement par le bois et en I négociée annuellement.
Fait que ça a un impact. Maintenant, on est revenu à la poutre à la jouer sur tous nos projets. Fait qu'on ça a été des modes... on est en mode solution pour contrer la hausse des coûts de construction puis la hausse des taux d'intérêt en même temps. Sans impacter la qualité du bâtiment que tu construis. C'est ça, je pense, l'enjeu. Ouais. Puis ce qui est le fun dans vos projets, c'est que c'est des bâtiments d'extrême qualité. Tu sais, j'ai investi passivement dans le projet Apogée, puis on a suivi le projet tout au long, puis ça a sorti comme un produit qui se démarquait du secteur. On est loué à 100%, on a de la demande. L'endroit est le fun aussi, on est à côté d'une autoroute et tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, on s'enligne vers le projet de Sainte-Catherine, qui est un projet aussi qui va être de belle qualité, tout en ayant des coûts raisonnables, puis un rendement qui fait du sens. Puis ça m'amène à un autre point. Présentement, on voit que la PHLEC, avec les taux qui descendent, ben, on atteint à des financements qui font vraiment du sens. Je pense que de revoir un peu l'amortissement qu'on va prendre sur les immeubles, il y a beaucoup de gens qui amortissent sur 50 ans présentement, mais d'amortir sur 45 ou sur 40, à un certain moment donné, quand ton taux le permet, ça peut être intéressant, surtout si tu as un portefeuille global. On le sait, à un certain stade, tu vas tomber grands emprunteurs, hein, tu vas éventuellement. Puis si ton portefeuille est maximisé, puis ton ratio de couverture de dette globale est tout maximisé par ton APH Select, ça va te tirer tu vas te tirer dans le pied en faisant ça. Donc je pense que c'est intéressant aussi que tu as la vision d'avoir différents types de financement dans ton projet pour dire, ben écoute, on va en mettre un sur 50 ans, un sur 40, puis peut-être un sur 45 ou 40, dépendamment où on va être à ce moment-là. Ça fait en sorte que on est capable de venir maximiser un peu tout de ce côté-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Oui, puis tu sais, comme nous, mettons, on fonctionne beaucoup, c'est du partenariat qu'on fait beaucoup là, dans nos projets. Puis ça devient aussi ça, une décision avec nos partenaires. Tu sais, est-ce qu'ils veulent un meilleur cash flow, mais récupérer plus d'argent, ou vice-versa, ils préfèrent avoir un moins bon cash flow, récupérer plus d'argent, donc maximiser sur 50 ans, versus moins récupérer, mais avoir plus de capitalisation sur 40 ans. Tu sais, il y a ça dépend c'est quoi leur objectif aujourd'hui, mais aussi futur. Si tu veulent faire un projet par année, un en arrière de l'autre, versus c'est un placement pour éventuellement léguer à leurs enfants, etc., ça va avoir un impact définitif sur la décision de comment on va se financer, comment on va le structurer aussi. Là. Puis, tu m'amènes à mon autre question, Marc-Antoine, t'es excellent. Tu n'es pas trop habitué de faire des podcasts, mais tu m'ouvres les portes et j'ai même pas besoin de rien faire. Parfait. Tes partenaires, comment tu structures ça? Comment c'est fait? Comment tu t'assures que tes partenaires sont en sécurité dans l'investissement qu'ils font avec toi? Comment c'est structuré? Moi, je le sais là, parce que je suis partenaire avec toi. Puis les partenaires, ils reçoivent quelque chose à chaque trimestre pour mentionner où on est rendu dans l'immeuble, la capitalisation, le cash flow, les dépenses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Parle-moi de ça un petit peu. Comment tu fais pour sécuriser tes partenaires? Ben, tu sais, comme je disais, dans le fond, chaque partenariat est différent. Ça dépend. Faut bien saisir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que là, on part de là, mais on est toujours incorporé, soit via une Inc., SEC, SENC, peu importe, ça dépend du projet, du niveau de risque, ces choses-là. Toujours des conventions d'actionnaires, bien évidemment, pour se sécuriser s'il arrive des pépins ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, mettons, nous, on contrôle vraiment tout, comme je disais. Fait que l'investisseur est un petit peu, je dirais pas à l'externe, mais dans le sens que il est moins dans le day-to-day. Fait que comme tu l'as dit, on a instauré ça, ça fait peut-être 1 an environ, je dirais. On fait des rapports trimestriels de tous les projets. Fait que c'est vraiment, ils vont savoir, exemple, les budgets vont être à jour, comme si on enverrait un suivi à un consultant coût. Les photos du chantier. On va parler de la location aussi. On est rendu à temps sur temps de louer, échéancier. On vient comme faire un wrap-up de tout ce qui s'est passé durant les 3 mois, si on veut. Des fois, c'est plus vite que ça. Des fois, ça se fait à chaque mois, non officiellement, par courriel, des choses comme ça. Mais on a instauré ça, puis les gens aiment vraiment ça. Ça vient montrer une certaine... transparence. Ouais, transparence, crédibilité, professionnalisme, etc. Puis ça, c'est bien apprécié, là, comme je disais. Là, C'est pas quelque chose qui coûte vraiment cher à faire. T'sais. Au final, c'est le staff admin à l'interne que vous avez déjà. C'est du temps, mais c'est du temps, je pense, bien investi pour les partners qui, eux, ont les chiffres en main. Puis il y a tellement d'histoires d'horreur dans le marché actuellement, de partenariats qui ne marchent pas. Je pense que d'être capable de démontrer un portfolio, regarde, voici ce qu'on a réussi à faire dans les dernières années, voici ce qu'on te donne pour la suite. Puis ça démontre en toute transparence le professionnalisme de Performa et de certains investisseurs. Donc, si vous pensez faire un projet de construction, vous avez besoin de partners, je pense établir des bases solides en termes de fiscalité, s'entourer de bons avocats, des fiscalistes, s'assurer que tout est bien monté, tout est bien fait, commencer un partenariat de bonne façon. C'est un conseil qui va vous sauver des milliers de dollars dans des projets puis sécuriser tout le monde aussi. Éviter des téléphones
de peur ou où on est rendu, tout ça, tu sais, en toute transparence, t'as pas ça. Moi, j'ai pas eu ça. En fait, dans Apogée, quand j'ai commencé avec toi, on s'est rencontrés, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, mais quand j'ai commencé avec toi, tu m'as présenté le projet, tu dis, Matt, voici, tu sais, on baigne là-dedans tous les jours. Fait que les chiffres, c'est assez simple, là. Tu m'as montré ça. Ouais. Ça fait du sens. OK, voilà mon argent, on y va. Puis là, en fait, je suis pas censé dire ça, mais je suis pas passé pratiquement une fois devant le projet. J'ai l'air d'un gars pas diligent, mais c'est pas du tout. C'est que j'avais confiance, on avait des photos. Ah, il y avait beaucoup de backup. Il y a beaucoup de backup, il y avait des suivis de ce côté-là, mais je sentais pas le besoin d'y aller. Je trouve que si je sens pas le besoin de passer devant le projet qui est en train de se construire, c'est que je suis informé en tabarouette de ce qui se passe, tu comprends? Puis en plus de ça, ben, trimestriel, j'ai eu dernièrement justement, on reçoit tous les chiffres, où on est rendu, mon investissement est de temps, on a un retour de temps, on a récupéré une partie de liquidité au départ, bien évidemment, en plus, on a vécu la hausse des coûts, des coûts et des taux en même temps. Exact, tout arrive en même temps. Donc, imagine quand tout ça va être placé, ce qu'on va pouvoir faire, comme je pense Sainte-Catherine, ça m'excite beaucoup, mais je pense qu'on va sortir quelque chose de vraiment bien là-dedans. Puis, j'ai vécu le côté investisseur passif, puis je me suis senti sécurisé. Donc, je me dis, si moi, j'ai des partners, c'est ça que je veux qu'ils sentent aussi. Je veux qu'ils soient confortables, je veux qu'ils soient à l'aise. Je veux qu'ils ne sentent pas le besoin d'aller à tous les jours au chantier. C'est pas ça l'objectif, tu es passif. L'objectif, c'est d'être sécurisé avec ça. C'est important. Ouais, puis on a un groupe actuellement, on a quelques immeubles en construction avec eux, puis on a fait une visite de chantier début octobre. Ça a été bien apprécié. Ouais. C'était la première fois qu'on faisait ça de cette façon-là. C'était style visite de chantier après 5 à 7. Puis beaucoup de gens là-dedans qui c'était soit premier investissement, on connaisse un peu moins l'immobilier, mais tu investis quand même des grosses sommes. Ouais. Mais juste le fait d'aller visiter puis voir le concret, c'était quasiment genre c'est quand le prochain. Fait que ça a été vraiment le fun, puis c'était une belle ambiance aussi. C'est pas tous les jours que tu as la chance d'aller visiter un chantier de construction. On voit des photos, on voit des vidéos un peu partout, mais dans le chantier, c'est comme un autre. Puis de cette envergure-là, ça peut te permettre en tant qu'investisseur passif de commencer avec des plus gros projets. Puis de commencer à sécuriser, tu sais. Je pense, c'est quoi ton autre projet? C'était combien de portes, celui-là? C'est un 39, on avait un 20. Là, on a 47 là-dedans aussi. Tu sais, c'est quand même 100 quelques portes au total. C'est des beaux projets, tu sais. Fait que tu vas visiter, puis tu fais partie d'une part dans un projet de cette envergure-là. C'est beaucoup plus sécuritaire. Des projets comme ça, il n'y en a pas des milliers à Québec. Hein? Des transactions de 24 et plus, il n'y en a pas beaucoup dans la transaction à Québec. Fait que ça va permettre, quand à la revente, lors de cet actif-là, où l'objectif, c'est pas des revendre, mais advenant le cas que ça venait des revendre, ben ça te démarque du lot. C'est un 39. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça attire l'œil, ça attire les investisseurs parce que tu centralises toute ta gestion en même place. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Au lieu d'acheter un 6 là, un triplex là, un 12 là, tu centralises tout à la même endroit. Puis ça te permet de coûter moins. Ça coûte moins cher de gestion, ça coûte moins cher de plein de choses qui font en sorte que. Puis l'optimisation est vraiment beaucoup plus intéressante à un certain... tu as tout à la même place. Puis ça a été la même chose dans cette création de partenariat-là. Ça a été plus difficile par contre, mais on a créé une entité, donc un groupe pour les 3 projets. Donc, puis on était dans la hausse des coûts encore, hausse des taux d'intérêt. Donc si, exemple, le premier, tu as moins de financement, mais le deuxième, tu réussis à le maximiser. Fait que ça venait créer une certaine sécurité, je vais dire, versus... 3 partenariats différents, 3 projets. Le premier va mal, ben ça a été mal pour tout le monde. Tu peux pas te rattraper sur les autres. Puis je pense que ça a été gagnant de le faire comme ça. On a travaillé plus fort par contre, là, ça a été plus difficile, mais on est quand même vraiment content. Puis je pense que tous les partenaires aussi le sont. Là. Cool. Marc-Antoine, merci. Écoute, ça a passé tellement vite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marc-Antoine? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Performa pour l'année 2024? Ben, on rouvre les valves dans le sens qu'on veut des terrains encore. Là. On est ouvert terrain, partenaire, peu importe. Mais grosso modo, on a déjà beaucoup de projets sur la table. Fait que là, on est en appel d'offres. On veut que les taux se stabilisent. On veut que, mettons, les coûts de construction restent pareils, que ça aille bien. Puis on planifie 2025-2026 actuellement. Une croissance stabilisée. C'est ce que exact. Ouais, parce qu'on a pogné un bon step quand même dans la dernière année. Là, cette année, on va bâtir un petit peu plus que 100 portes. Pas toutes finalisées, mais au moins en chantier. C'est quand même des bonnes bouchées. Puis nous, durant le COVID, on n'a jamais arrêté. Ouais. Dans le sens qu'on a toujours continué. Puis on a doublé à chaque année dans le COVID. Puis là, on a créé une certaine stabilité. Puis après ça, continuer. La réussite des gens, puis je le disais, c'est drôle, j'ai tourné un podcast avec Vince juste avant. Puis on parlait, ceux qu'on a vus réussir, c'est ceux qui n'ont jamais arrêté.
qui n'ont jamais mis sur pause leur projet. Ceux qui ont mis sur pause, tu perds une certaine vélocité de marché, puis je trouve que ça te ralentit beaucoup. Fait que je trouve ça super intéressant. Je te le souhaite, sincèrement. Merci d'être passé au podcast Préinvestir. Je pense qu'on est allé chercher une coupe de Golden Nugget, puis j'espère que les gens, ça va pouvoir aider les gens à mieux structurer peut-être leur partenariat ou tout simplement d'avoir une vision différente de ce qu'il y avait. Parce que seuls les fous ne changent pas d'idée, carrément. Fait que merci beaucoup. Merci Mathias.